64 ont longuement discuté avec le président burundais. Les deux petites informations à retenir ici parce que il est important avant la conférence de presse qui va venir, je crois, demain, parce que le leader rentre ce soir. Demain, ils organisent une conférence de presse pour clarifier certaines positions parce qu'ils étaient attaqués de partout. C'était tout à fait normal qu'ils se soumettent à la presse de manière à répondre aux grandes questions. On longuement discuté avec le président burundais. Les deux petites informations à retenir ici parce que il est important avant la conférence de presse qui va venir, je crois, demain, parce que le leader rentre ce soir. Demain, ils organisent une conférence de presse pour clarifier certaines positions parce qu'ils étaient attaqués de partout. C'était tout à fait normal qu'ils se soumettent à la presse de manière à répondre aux grandes questions que se pose l'opinion. Mais qu'à cela ne tienne, le président Ndayishimiye et les opposants congolais ne se sont pas très bien entendus sur plusieurs questions. Il y a eu persistance de divergences, des divergences liées au préalable devant conduire les discussions dans l'avenir. C'est pourquoi les opposants seront obligés de maintenir leur marche du 22, peut-être cette fois-là avec un grand engouement. Il faut prendre les informations que je vous donne très formelles. Le président Ndayishimiye a été mandaté par le président congolais Félix Tshisekedi. Je crois que le président congolais réalise que ça ne sert à rien de faire tuer les Congolais dans la rue à travers des différentes marches et qu'il est important que nous discutions en tant que Congolais. Mais dans le préalable, il y a le problème qui devrait faire partie de ces discussions, de ces négociations. La première divergence qui oppose C64 au président burundais, c'est la participation de l'ancien président de la République Joseph Kabila dans les discussions. Pourtant, parmi les préalables, parmi les demandes du président congolais au président burundais, c'était l'exclusion de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Ça, c'est la première divergence. La deuxième divergence, d'abord, il faut rappeler qu'il est impossible à ce jour de parler du dialogue exclusif. Ça signifie qu'en excluant certains acteurs faisant partie du problème. Si on veut le dialogue, donc tous les acteurs doivent être partie prenante à ces dialogues-là. Or, le président congolais semble présenter un certain différend irréparable avec son prédécesseur. Ça, c'est la première difficulté à laquelle a été bité parce qu'il faut rappeler que les leaders de C64 ne sont pas allés là-bas pour leurs égos ou leurs besoins personnels. Ils sont allés là-bas pour discuter de comment, s'il faut négocier dans l'avenir, s'il faut dialoguer, quel format, comment ça doit se faire. Il faut aussi rappeler, à titre informatif, que l'invitation a été bel et bien envoyée au camp de l'ancien président Joseph Kabila par le président burundais. L'invitation est arrivée et que le bureau de Sauvons la RDC avait siégé pour évaluer, discuter et statuer de cette question. Et que la plateforme Sauvons la RDC a refusé de répondre à cette invitation du président burundais pour des raisons. La première raison, pour Sauvons la RDC, le président burundais est un problème dans ces discussions. Parce que le président burundais a envoyé des troupes à l'est de la RDC pour combattre aux côtés des forces loyalistes de notre pays. Et que le président burundais a un penchant, objectif ou subjectif, ça ce n'est pas à moi d'en déterminer, mais il a un penchant dans
ou l'une des parties en conflit, notamment la partie de Kinshasa, la partie du gouvernement. Et que eux, à leur niveau, se trouvent indisposés d'aller discuter avec quelqu'un qui a déjà des penchants avec leur, je vais dire, est-ce qu'adversaire, je ne sais pas, je voudrais bien être beaucoup plus rationnel dans mon langage, avec l'une des parties avec laquelle ils sont en conflit. Et que une option aurait été levée, ou a été levée, c'est même pas aurait été, a été levée, de ne pas mandater Raymond Tshibanda, qui serait représentant de cette famille politique, d'aller participer à ces discussions. Donc, les FCC, FCC et souvent la RDC, a donc dû refuser de répondre à cette invitation du président burundais. Du côté du gouvernement congolais, la question semble évoluer. Vous allez remarquer, quand vous prenez la dernière adresse du président de la République, vous allez voir que sa ligne de communication n'était pas très offensive comme avant. Ça signifie qu'il y a toujours jusqu'ici des passerelles de discussion entre parties prenantes et qu'il y a une issue qui commence à se dessiner d'ici 2028 pour que nous atterrissions aux élections apaisées, mais aussi pour ne pas faire tuer les Congolais dans la rue. Mais je vais vous donner la position qui est la mienne en stratège, en penseur d'État, en concepteur d'État moderne. Je vais vous donner ma philosophie. C'est que si on veut que ces négociations aboutissent, le centre impulsif de ces discussions, c'est la crédibilité du négociateur ou du médiateur. Vous allez vous rendre compte que le président Ndayishimiye n'est pas le seul négociateur, n'est pas le seul médiateur. Pourquoi tous les médiateurs échouent? Parce que les médiateurs sont présentés comme ayant des penchants dans l'une des parties en conflit. Les opposants n'ayant pas le droit de choisir un médiateur, parce que ce médiateur sera subjectif vis-à-vis du gouvernement. Si le gouvernement choisit les médiateurs, ce médiateur sera subjectif vis-à-vis de l'opposition. Je vais vous proposer en stratège une seule alternative pouvant faciliter la négociation et aplanir les différents entre acteurs. C'est que par expérience de négociation, la seule structure ayant pouvoir de mettre les Congolais ensemble sans aucune subjectivité ou sans aucune partialité dans ces négociations, c'est obtenir une résolution d'une organisation internationale. Pour deux raisons. La première raison, c'est que ce qui importe dans une négociation, ce n'est pas le fait de signer des accords. Mais ce qui importe dans une négociation, c'est le respect des accords signés. Et les accords signés ne pouvaient être respectés que sur base des contraintes de chaque partie vis-à-vis de ces clauses-là. Chaque partie doit être contraint. Parce qu'il faut rappeler qu'en théorie de négociation, la notion de bonne foi n'existe pas. Il n'existe pas de bonne foi dans une négociation. Surtout pour des partis qui ont atteint cette dimension des différents, des divergences, d'opposabilité, qui sont allés au-delà de la politique. Parce qu'il y a des problèmes des femmes qu'il faut régler. Il y a des gens qui se sont battus pour des femmes, de l'argent, des postes. Ce n'est pas un problème que vous allez résoudre politiquement. Non, nous comptons sur la bonne foi du chef de l'État, nous comptons sur la bonne foi des opposants. Ça ne viendra jamais. Il faut écouter ce que je vous dis. Il faut une organisation internationale qui prend une résolution. Cette résolution a une certaine coercition informelle dans l'applicabilité de ces résolutions-là. Si c'est les Nations Unies,
parce que l'Union africaine, il faut déjà oublier, Conseil de sécurité des Nations Unies, peut prendre une résolution, et une résolution qui peut être motivée sur base des situations de velléité, de répression, parce que le Conseil de sécurité a pour mission de maintien de paix et de sécurité internationale. Et la situation qui se passe entre les marchands et les agents de l'ordre peut s'inscrire dans un ordre classique de la mission du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que l'origine même de la situation de l'Est, c'est les problèmes politiques. Et si une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies peut être prise pour régler des problèmes politiques, ça peut avoir des conséquences sur des problèmes sécuritaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas de stabilité sécuritaire. Il n'y a pas de stabilité économique. Il n'y a pas de stabilité... donc, la politique arrête tout à l'État. Voilà pourquoi il faut pousser les conseils de sécurité des Nations Unies de prendre une résolution. Et cette résolution peut être écoulée de certaines mesures coercitives, contraignantes, vis-à-vis des partis qui pouvaient signer ces accords-là. Et en ce moment, il ne dépendra plus de volonté des partis, mais il dépendra des contraintes devant lesquelles chaque parti se verra obligé d'appliquer et de se soumettre. La seule alternative à un penseur, un chercheur en sciences de l'État, la seule issue que le Congo peut avoir pour que tous les Congolais s'unissent, parce que vous pouvez vous unir aujourd'hui, demain on viole les accords. Mais pour que les accords soient respectés, il faut des garanties de sécurité dans l'application de ces accords par les partis. À côté de Bujumbura, M. Tshisekedi tente un autre round, c'est Brazzaville. Avant-hier, le cardinal Fridolin Ambongo, accompagné de Monseigneur Cholet, est arrivé à Brazzaville. Ils ont été accueillis par le président Denis Sassou Nguesso. Regardez. La situation politique et institutionnelle en République démocratique du Congo, la question a été au menu des échanges que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu jeudi en soirée à la résidence du Plateau avec Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, accompagné de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la CENCO, conférence épiscopale nationale. Par rapport à la situation que traverse notre pays et qu'il considère comme pays frère, le président Denis Sassou Nguesso a voulu écouter le cardinal que j'accompagne parce qu'il considère que en tant que pasteur, il a aussi une responsabilité historique de la gestion. Vous venez là donc de suivre, excusez-moi, l'audience que le président du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, a accordé au cardinal Ambongo. Fridolin Ambongo a donc été reçu. Il était accompagné dans cette délégation, donc, pour cette audience, par le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet. Vous avez suivi l'interview de Cholet. Cholet dit que nous avons abordé la situation sécuritaire dans notre pays. Il a joué la diplomatie, il y a des choses qu'il ne pouvait pas dire. Laissez-moi vous dire les coulisses de ce qu'il y a de cette rencontre ici. Bien avant que Cholet n'arrive, Tshisekedi a fait un tour au Congo-Brazzaville. Il connaît la proximité de Denis Sassou Nguesso avec l'Église catholique. Aujourd'hui, je vous ai expliqué et je vous ai donné des éléments. Que Tshisekedi a deux choses qui aujourd'hui lui font énormément peur. La première des choses, c'est la situation sécuritaire et dans l'Est de la République. La percée des gens de l'Est de la République, le M23 qui perce et qui a repris sensiblement les avancées dans l'Est de la République, dérange énormément. Et le Burundi, son principal allié dans la région, est fatigué. Je ne développe pas ça. Si vous voulez vraiment entrer en profondeur sur des éléments probants, des arguments que j'ai donnés sur la question, regardez mon émission de la dernière fois. Le deuxième élément, c'est la montée en puissance de l'opposition interne au pays.
Tshisekedi pouvait tout parier. Il pouvait même parier Denise Nyakeru que l'opposition à l'intérieur était une opposition yapété. Et j'ai dit que lorsqu'on regarde les choses sur des lunettes historiques, on peut lui donner raison. Parce que la question du contrôle de la rue était à un moment donné une sorte d'apanage, une sorte d'exclusivité de l'UDPS. Donc une fois que l'UDPS est arrivé au pouvoir, l'UDPS a cru que lui était le seul maître à bord de la situation du contrôle de la rue. Et les dissensions, les divisions intestines internes à l'opposition pouvaient donc amener à croire qu'à l'intérieur du pays, cette opposition ne fera absolument rien. Comme c'est une sorte de sursaut, Tshisekedi pouvait tout s'attendre, sauf à ce que ses opposants se réunissent. Non seulement qu'ils se sont réunis, mais que ces opposants peuvent amener à organiser des actions de masse et obtenir l'adhésion du peuple comme il a vu. Quand on fait le bilan de la ville morte du 3, c'était un succès éclatant, époustouflant. Quand on fait le bilan de la manifestation du 12, c'était aussi une victoire éclatante. Donc ça amène aujourd'hui Tshisekedi non seulement à reconsidérer sa position et son positionnement par rapport à la situation dans le pays. Maintenant, il y a un autre acteur majeur qui vient d'entrer dans ce jeu et qui fait énormément peur à M. Tshisekedi, c'est l'Église catholique. C'est l'Église catholique. J'ai vu les Kaboul a déchiré la déclaration de la Senko. J'ai vu ceci. Un jour, j'étais en train de parler avec les poids lourds de ce qui est dirigeant des pays avec Kabila. On discutait de tout et de rien, on parlait de la politique, etc. Et dans nos débats, un intellectuel de la Kabylie a sorti quelque chose en me disant, Théo, parmi les graves erreurs que nous avons commises, au-delà de ce que toi tu dis, moi j'ai toujours dit que la création des caciques et cette affaire de l'impunité, Kabila n'a pas eu la main suffisamment lourde pour sanctionner les dérapages, ces deux événements ont été de nature à empoisonner le mandat du président Kabila. Et eux-mêmes ajoutent que les relations conflictuelles qu'ils ont entretenues avec l'Église catholique étaient également à mettre dans la farde des choses qui ont empoisonné. Même de qui avec eux. C'était lui le provocateur. Cholet c'est qui, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Même de la mère qui est avec eux. C'est eux. Mais voilà que ces gens n'ont aucun regard historique, ils retombent dans la même distraction, ils retombent dans le même problème. Donc je voudrais dire ceci. Le troisième acteur qui est donc l'Église catholique entre en jeu. Et Tshisekedi est allé en coulisses voir le président Sassou pour obtenir du président Sassou des discussions afin que l'Église catholique puisse rester neutre dans cette affaire. Il a peur d'un mot d'ordre donné par l'Église catholique. Il a peur de la dernière déclaration des évêques de la Senko. Même si Abbé Blaise Nkanda, au nom à Kibunuba, il a complètement changé. Lui qui disait l'Église doit être dans l'opposition, l'Église doit être dans l'opposition, l'Église est toujours du côté du peuple, l'Église ne peut pas soutenir le pouvoir. Abbé Nkanda aujourd'hui, il a transformé la chair de l'Église. Oyoki elenge ya Congo.